et bienvenue. Je m'appelle Paula et on est là pour célébrer justement le fait féminin, excusez-moi, dans l'économie sociale. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien reconnaître que les bureaux d'impact ON se retrouvent sur des territoires autochtones traditionnels dans l'ensemble de la province. Il y a, si vous ne le savez pas, il y a 46 traités et d'autres ententes qui couvrent les territoires qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir y travailler, jouer et vivre. Et nous remercions également les peuples Métis, Inuits, et les Premières Nations qui prennent soin de ces territoires depuis de temps immémoriaux et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et des collectivités de la province. Nous sommes privilégiés de pouvoir collaborer avec des clients, intervenants et communautés autochtones dans de divers territoires. Alors, sans plus tarder, je vous invite pour cette partie de éteindre vos caméras et de fermer vos micros. Et comme ça, on va donner la scène à notre présidente, la présidente de l'Impact ON, Élodie Grunrud. Alors, sans plus tarder, encore pour une dernière fois, Madame la présidente d'Impact ON, Élodie Grunrud, la parole est à vous. Bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du Salon des femmes francophones entrepreneurs sociales. Je me présente, je suis Élodie Grunrud, présidente du conseil d'administration d'Impact ON. Je me joins à toutes les membres de l'équipe d'Impact ON qui m'entourent dans la salle aujourd'hui pour vous dire à quel point nous sommes ravis de vous voir toutes présentes. J'espère que vous avez eu le temps de vous acclimater à la plateforme et que vous apprécierez la présentation quelque peu ludique que nous avons présentée aujourd'hui. Ces 3 prochaines heures seront donc mises sous le signe de l'entrepreneuriat féminin, avec en perspective des discussions et des échanges qui seront sans aucun doute passionnants et instructifs. Soutenir les femmes désirant se lancer dans l'entrepreneuriat social et coopératif a toujours été une des priorités d'Impact ON. La volonté de vouloir faire affaire différemment résonne à beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas dans la manière classique et établie du monde parfois dur des affaires. Beaucoup de portes sont fermées à des femmes talentueuses simplement à cause de leur genre. Seulement, non contentes de se voir ainsi refoulées, beaucoup s'organisent pour faire de grandes choses et à leur tour permettent à une nouvelle génération de femmes de laisser leurs traces et de changer les choses à leur échelle. Avec nos programmes d'incubation comme Tracé Collectif, nos recherches sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat et des événements merveilleux comme le salon d'aujourd'hui, nous voulons soutenir ces femmes au moment où elles en ont le plus besoin. En Ontario, les femmes sont particulièrement bien représentées dans le secteur de l'entrepreneuriat social. Selon le rapport de 2024 du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, CFFE, les femmes sont surreprésentées dans l'entrepreneuriat social par rapport à d'autres formes d'entrepreneuriat. Cela est dû en partie à leur tendance à vouloir créer des entreprises ayant un impact social positif, une caractéristique clé des entreprises sociales. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entendre des voix inspirantes, de partager des expériences uniques et de tisser des liens qui, je l'espère, dureront bien au-delà de cette journée. Chacune de vous apporte quelque chose d'unique à la table et c'est cette diversité de perspectives et d'idées qui fait la force de notre communauté. Pour conclure, je voudrais vous encourager à profiter pleinement de cet événement, à poser des questions, à échanger librement et à vous laisser inspirer par les parcours que vous allez découvrir. Ensemble, nous pouvons continuer à briser les barrières et à créer un avenir où chaque femme a la possibilité de réaliser ses rêves entrepreneuriaux. Merci à toutes d'être ici et profitons de cette journée pour célébrer notre force collective et notre potentiel infini. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Élodie pour ces beaux mots, très inspirantes, et je pense qu'on va prendre vos conseils de vraiment poser des questions et se poser des questions qui est encore plus important.
Alors, j'aimerais bien aussi profiter de ce moment pour remercier nos commanditaires, Desjardins et Cooperators. Leur soutien nous a permis cette plateforme de rassemblement virtuel aujourd'hui. Et leur soutien continu des activités de notre 60e anniversaire est très apprécié. Alors, avant de procéder, il y a quelques points techniques que je voudrais réviser avec vous rapidement, vraiment rapidement par rapport à notre plateforme. Donc, d'abord, si vous voulez en savoir plus sur une de nos participantes, vous pouvez passer votre souris sur l'icône de leur profil et vous allez avoir leur nom et les informations qu'elles ont inclus, comme par exemple les coordonnées, peut-être un point intéressant aussi à leur sujet si elles ont décidé de l'inclure. Si vous voulez démarrer une discussion avec une personne, une discussion, comme on l'appelle, spontanée, avec une autre participante, vous avez juste à approcher votre icône de profil à l'autre. Et ça, après quelques instants, ça va démarrer une discussion, une mini-visioconférence entre deux, mais qui est ouverte aux autres. Les autres peuvent arriver aussi. Si vous voulez quitter la salle, parce qu'on a découvert qu'il y a peut-être des problèmes ou des questions là-dessus, vous avez en bas de votre écran une porte rouge qui dit soit quitter ou leave. Vous pouvez l'utiliser et vous allez vous trouver sur le plan de plancher à nouveau. Sur le plan, vous allez aussi voir des zones rayées superposées sur certaines zones. Ce sont des zones zones bloquées, si vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir des discussions spontanées dans ces zones-là. Donc, si jamais vous essayez, ça ne marche pas, c'est pour cette raison. Et ces zones sont mises sur ne pas déranger parce qu'on veut que les personnes dans les bulles de discussion qui sont ouvertes focus sur la tâche dans chacun de ces exercices. Si vous avez besoin de vous absenter pour quelques minutes pour quoi que ce soit, je vous invite de mettre votre icône dans la bibliothèque qui est en bas à gauche du plan. Ça indique aux personnes qu'on est toujours présente, on participe toujours au salon, mais on n'est pas active en ce moment pour une raison ou l'autre. Et donc, on ne va pas venir vous solliciter pour une discussion. Et la dernière chose, si jamais vous avez besoin d'informations, venez nous voir à Impact ON dans le jardin. Vous avez le programme, donc il y a un point où vous pouvez, une pancarte qui dit programme qui va indiquer le déroulement de la journée, mais aussi les membres d'Impact ON sont disponibles à répondre à vos questions techniques ou d'autres. Et par chance, si on n'est pas là, vous pouvez toujours nous envoyer un message en privé. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous passons à la première activité du salon qui est notre panel sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat social au féminin. Alors, je vous invite à nouveau de fermer vos caméras et fermer vos microphones, vous mettre en sourdine pour l'instant. On a choisi ce format de réunion pour que vous puissiez poser vos questions à vive voix, à voix haute pendant la période à la fin du panel. Mais j'ai maintenant le plaisir d'inviter sur scène 5 femmes extraordinaires, expertes dans leur domaine d'activité. Donc, sans avoir un ordre particulier, je vous présente Sabine Soumer, qui est la directrice générale du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, donc le PCFE. Du Diversity Institute au Toronto Metropolitan University. Sabine, je ne sais pas si on a le droit de dire l'Université métropolitaine de Toronto, qui est un réseau national du gouvernement du Canada qui inclut 10 centres régionaux à travers le pays. Également fondatrice et présidente de Debrief Consulting, une firme de communication, marketing et d'affaires publiques. Madame Soumaré a rejoint le Diversity Institute en tant que consultante de la stratégie Québec et la francophonie canadienne en 2019. Bienvenue. Ensuite, on a Ethel Côté, experte en économie sociale et solidaire, coopératrice, entrepreneur social féministe et professeure associée à l'Université de l'Ontario français. Depuis 40 ans, elle a influencé près de 1000 organismes et formé plus de 500 000 personnes en développement économique, communautaire et en entrepreneuriat social. Elle a publié plusieurs guides sur la gouvernance démocratique, l'économie sociale et la coopération, décorée de plusieurs
décorée de l'Ordre du Canada, de l'Ordre de l'Ontario et l'Ordre de la francophonie. Elle est reconnue pour son engagement en faveur de l'autonomisation économique. Elle excelle à établir des partenariats efficaces et à concevoir les stratégies innovantes pour transformer la société. Bienvenue, Ethel. Ensuite, nous avons Séverine Labelle, directrice générale de l'ABEXEL, de la Banque du développement du Canada. Elle est une leader stratégique qui se passionne pour le soutien à nos entrepreneurs. En tant que directrice générale de l'ABEXEL, un véhicule d'investissement de 100 millions de dollars, elle travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l'écosystème entrepreneurial afin d'accroître le soutien et l'accès aux capitaux des entreprises à impact social dirigées par les femmes. Tout au long de sa carrière, elle est dédiée à la création d'une société plus inclusive et durable. Avant de travailler à BDC, elle était présidente et directrice générale de d'Evol, anciennement Femmes et Sœurs. Sous son leadership, l'organisation a connu une croissance et une transformation majeure en constituant un fonds d'impact de 60 millions dédiés non seulement aux femmes, mais également à l'ensemble des entrepreneurs sous-représentés au sein de notre économie. Bienvenue, Séverine. Ensuite, nous avons Joséphine Adignon, consultante en approvisionnement social de Buy Social Canada. Après plusieurs années dans les achats en Europe, Joséphine s'est tournée vers l'économie sociale. Au Canada, elle a développé un programme d'entrepreneuriat social et appuyé des entreprises sociales et coopératives dans leur développement et gestion. Passionnée par l'innovation sociale et les solutions collectives comme moyen de relever les défis sociétaux actuels, elle croit aux achats comme catalysateurs de changements positifs et durables pour les communautés et l'environnement. Consultante en achat responsable chez Buy Social Canada, elle travaille aux côtés des clients du secteur public et privé afin de développer et implémenter les achats responsables dans leur culture et pratiques d'organisation. Bienvenue. Et en dernier, mais pas le moindre, Marcia Leblanc, cofondatrice de la coopérative Toi Mama Yogini. Marcia, je viens de dire, elle est cofondatrice de cette coopérative qui est une entreprise sociale et franco-ontarienne. Elle est originaire du Nouveau-Brunswick, une diplômée en administration des affaires et habite en Ontario depuis 2010. Elle a découvert la pratique du yoga il y a presque 20 ans et enseigne le yoga aux enfants et aux familles depuis 2015. Les outils du yoga et de la pleine conscience constituent de faire partie de son quotidien et d'inspirer des projets en entrepreneuriat. À la demande des enseignantes du milieu scolaire francophone et des familles, la coopérative de Toi Mama Yogini offrira sa première formation de yoga pour enfants au cours de la prochaine année. Bienvenue, mesdames. Vous allez bien aujourd'hui, j'espère? Super. Oui, super. Écoutez, donc, on a quand même une quarantaine de minutes aujourd'hui sur scène, donc on va pas tarder, on va commencer. Alors, je vous ai partagé quelques questions de tremplin il y a à peu près une semaine. Mais c'est juste pour démarrer la discussion et j'espère que vous allez profiter de ce moment de vraiment avoir une discussion et même on va rire un peu, peut-être il y aura des petites tensions aussi, mais j'aimerais bien vraiment vous souligner le fait que vous êtes libre de partager vos perspectives diverses et c'est encouragé. Alors, justement, vos organisations représentent des acteurs différents dans l'économie sociale, avec des rôles et des perspectives diverses, ce qui fait un bon panel, selon moi. Alors, commençons avec une question de base. Selon vous, c'est quoi une entreprise sociale? Et si vous voulez ajouter un élément, comment vous décrivez une entreprise sociale au féminin? Donc, qui voudrait commencer? Est-ce que je fais plouf, 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 plouf? On va peut-être commencer avec Marcia. Je le vois sur mon écran. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir. Pour moi, une entreprise sociale, c'est vraiment être capable de partager et s'impliquer aussi dans des beaux projets dans les communautés.
que ce soit par rapport, nous, on intervient auprès des écoles, mais ça peut être avec les centres communautaires, des projets environnementaux aussi, différentes choses. Pour moi, l'entrepreneuriat social a fait partie de ma vie pour longtemps, je pense, depuis que je suis ici en Ontario, mais aussi quand j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, ma famille était aussi beaucoup impliquée dans la communauté. Ça fait que c'est quelque chose que je connais un peu et que je continue aussi à m'impliquer. Par rapport aussi aux femmes, Paula, tu avais mentionné les femmes. C'est intéressant parce que les femmes, on porte plusieurs chapeaux. Alors aujourd'hui, j'arrive de la pièce de théâtre de français, de mon garçon à son école, il y a quelque chose qui se passe à la maison, il y a aussi le travail. Ça fait que c'est intéressant parce que c'est comme quelque chose qui a deux côtés. On est, oui, on porte plusieurs chapeaux, on est très occupé, mais on a aussi le vrai pouls des choses qui se passent autour de nous, des gens autour de nous, de la communauté, que ce soit par rapport à nos enfants, que ce soit par rapport aussi à nos communautés qui prennent aussi un peu d'âge, les parents. On est dans les écoles, on est au travail, on est dans les communautés, on est un peu partout comme femmes. Ça fait qu'on est très impliqués. Ça nous donne la chance aussi de voir les opportunités. Merci, Marcia. Ensuite, je vais voir Ethel, oui, vas-y. Ben, bonjour tout le monde, puis merci Paula, puis bravo Marcia, j'ai bien hâte de connaître davantage ta coopérative, puis bonjour toutes les femmes en ligne. Ceci dit, ta question, c'est quoi une entreprise sociale? On est dans une drôle de province, hein, parce que c'est une province qui ne s'est pas donné une définition précise. Donc, il y a autant de définitions que de monde qui parle d'entreprise sociale. Donc, aujourd'hui, en faisant un tour de table, on va entendre encore là différentes perspectives. Donc, la Banque du développement dit que c'est quelque chose, que c'est un modèle économique utilisé pour aider à résoudre certains des plus grands défis de la planète. Futurpreneur, c'est une entreprise qui utilise les organismes à but non lucratif pour générer des revenus, puis répondre à des objectifs sociaux. Le gouvernement de l'Ontario, en 2012, avait dit que c'est un organisme qui recourt des stratégies commerciales, qui vend des produits et des services sur le marché. Mais moi, j'adhère davantage. C'est bien dommage, mais à quelque part sur la planète, il y en a des communautés qui ont pris le temps, au-delà de partager différentes perspectives, d'arriver à une définition commune. Parce que quand on en a une, plus de monde peuvent dire « Hey, je me reconnais là-dedans ». Puis, on devient plus fort et plus forte ensemble. Donc, moi, ce sont des entreprises, c'est un peu comme Marcia, qui changent un peu notre vie puis qui changent le monde. On ne fait pas ça juste pour nous et dans notre cours. On fait ça pour avoir un impact dans la société. On veut créer de la richesse, on veut créer des emplois dignes, décents. On veut répondre à des besoins dans la communauté. On veut des entreprises où est-ce que collectivement, on est nos propres boss. On n'a pas quelqu'un au-dessus de notre tête, mais on travaille en collectif pour prendre nos propres décisions. Donc, c'est démocratique. On vise une viabilité, on ne vise pas une dépendance de subventions de l'État. On vise de trouver des stratégies pour tenir longtemps. Puis, tu sais, nos arrière-grands-parents, Paula, là, quand ils créaient les premières entreprises sociales, les coopératives, entre autres, puis certaines organisations, il y a 150 ans en Ontario français, ils le faisaient en pensant se desservir soi-même et leur communauté, mais ils le faisaient aussi pour leurs enfants, leurs petits-enfants, puis espérant que ça dure. Bien, la fromagerie Saint-Albert, c'est un exemple. Puis, ça dure dans le temps. Puis, je pense qu'aujourd'hui, quand on choisit l'entrepreneuriat social, on le fait dans la même perspective de durer et d'avoir de l'impact pour plusieurs personnes. Les femmes et l'entrepreneuriat social, moi, c'est une casquette que j'utilise depuis 25 ans. D'ailleurs, c'est mon pôle de recherche à l'Université de l'Ontario français, l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat collectif. Puis, j'ai produit certains ouvrages sur le sujet. Mais on est 70% du monde qui croit à cette économie-là, puis qui croit à cette forme d'entrepreneuriat-là. Donc, à quelque part, ça nous parle. Puis, à quelque part, ça nous parle pour différentes façons. C'est que on s'y retrouve dans les valeurs, dans les principes, dans la façon de faire, puis dans la durabilité. Merci, Ethel. Non, ça, c'était vraiment un bon constat, tu vois. Et je voulais, quand même, tu avais mentionné le BDC et donc le besoin d'avoir une définition commune, si vous voulez, sur l'entrepreneuriat social. Je tourne vers Séverine et Sabine et Joséphine parce que, surtout pour Buy Social Canada et pour le BDC, vous avez quand même des définitions qui guident votre approche. Mais qu'est-ce que... et je ne sais pas, Sabine, je suis désolée si le portail a une définition précise de comment on voit l'entrepreneuriat social, mais
qu'est-ce que ça fait, par exemple, de avoir une définition versus peut-être une description de qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat social? Ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir une définition spécifique? Quelles sont vos réactions? Peut-être que je peux y aller. Je vous en prie, allez. Non, oui, à By Social Canada, on a une définition, tout simplement parce qu'on certifie les entreprises sociales. On a une définition qui n'est pas que la nôtre, mais qui est aussi partagée par d'autres organismes certificateurs dans le monde, notamment ceux qui font partie du Forum mondial de l'entreprise sociale. Mais comme a dit Ethel, on a autant de définitions que de personnes qui parlent d'entreprise sociale au Canada, en Ontario. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une entreprise sociale, c'est une entreprise qui, donc, comme toute entreprise, vend des biens ou des services. Donc, au moins 50% de ses revenus sont issus de cette vente de biens ou de services. Et elles intègrent également un objectif social, culturel ou environnemental dans leur activité. Ça, c'est ce que Marcia a répété. Donc, ça s'inscrit aussi dans la communauté. Et une partie qui est très importante, c'est qu'elle réinvestit la majorité de ses bénéfices ou de ses excédents dans sa mission. Donc, 51% de ses bénéfices doivent être réinvestis dans la mission. Et ça fait écho à ce qu'a dit Ethel en termes de durabilité, c'est-à-dire qu'au-delà des personnes qui dirigent cette entreprise ou qui font partie de cette entreprise sociale, on va avoir une durabilité dans le temps, une durabilité de la mission et des objectifs sociaux qui sont portés par cette entreprise. Mais, oui. Pardon. Mais si on ne satisfait pas ces critères, par exemple, parce qu'Ethel a dit, et vous avez aussi dit, vous mettez les critères pour se reconnaître dedans. Mais si on ne se reconnaît pas là-dedans, cette définition, qu'est-ce que ça nous fait? Nous, c'est plus pour cette définition, là, comme je disais, plus pour en termes de certification et pour permettre aussi, comme disait Ethel, c'est à la fois se reconnaître, mais à la fois être reconnu. C'est-à-dire qu'on voit que les gouvernements, aujourd'hui, ils cherchent de plus en plus à avoir un impact social, à créer de la valeur sociale, c'est-à-dire, moi, dans mon travail, on accompagne donc des clients pour que leur pouvoir d'achat, qui est quand même énorme au niveau des gouvernements provinciaux ou des municipalités, serve cet impact social et à créer du capital communautaire. Et du coup, le fait d'être reconnu comme entreprise sociale permet de les identifier et permet donc tout simplement de développer leurs capacités, de développer leurs opportunités de business. Donc, si on n'est pas dans cette définition, c'est pas extrêmement grave. On fait toujours partie, je pense, de quelque chose de plus grand qui est l'économie sociale, l'espace de l'économie sociale. Avant de passer la parole à Ethel, j'aimerais bien avoir la réaction à Séverine et Sabine. Donc, Séverine a peut-être une définition, et je pense qu'Ethel en a parlé, donc je peux peut-être te laisser, Séverine, puis après, moi, j'aurais des choses à rajouter plus au niveau politique, l'importance de la définition, mais au niveau politique. Oui. En fait, je pense qu'il y a plusieurs catégories même de définition au sein des entreprises sociales. Si on prend les entreprises sociales d'un point de vue global, au Québec, on a facilité les choses. Il y a la définition des entreprises à économie sociale, donc qui correspond plus à la définition un peu proposée par Joséphine. Du côté du Lab Excel, et pas pour l'ensemble de BDC, là, je veux vraiment faire la distinction entre ce que nous, on fait au Lab Excel et ce que fait BDC de façon générale. Le Lab Excel est un véhicule d'investissement, donc similaire à du capital de risque, qui investit dans les entreprises qui ont un très fort potentiel de croissance. Nous, on investit seulement dans les entreprises dirigées par des femmes à impact social. Donc, ce n'est pas des entreprises sociales, c'est des entreprises à impact social. C'est quoi une entreprise à impact social? On suit la définition du GIN, qui est le Global Impact Investing Network, qui est la définition reconnue d'un point de vue mondial. C'est une entreprise qui a été créée avec une intention de générer un impact positif, durable et mesurable.
Donc, il y a un élément qui est important, c'est l'intention de départ. Donc, pourquoi l'entreprise a été créée? C'est pour répondre à un enjeu social, un problème, c'est pour améliorer l'éducation, c'est pour améliorer la santé, c'est pour régler les enjeux de sécurité alimentaire. Donc, elle a été créée, l'entreprise, avec un objectif d'impact spécifique, mais c'est quand même une entreprise qui va générer aussi du revenu, puis qui va même des profits. Alors, on parle de retour sur investissement quand on parle d'entreprises d'impact. Les entreprises d'impact social, c'est des entreprises qui vont avoir un impact positif sur la société tout en générant un revenu, en générant des profits ou un retour sur investissement. Donc, c'est vraiment la façon dont nous, on le définit du côté du LabExcel. Puis après, nous, Paula, de notre côté, on n'a pas de définition en tant que telle, parce que bien évidemment, si c'est le cas, ça serait celle du gouvernement du Canada, parce que justement, le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, donc le PCFE, est une initiative du gouvernement. Mais maintenant, ce que je pourrais peut-être ajouter par rapport à tout ce qui a déjà été dit, et je pense que tous les éléments apportés en font que finalement, compilés ensemble, nous amènent à une définition, même si elle n'est pas standardisée et officielle et propre au gouvernement du Canada. Mais peut-être ajouter, donc les entreprises sociales, ça va comprendre des organismes à but non lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés. Et comme ça peut aussi donner donc, une idée un peu plus concrète de ce que c'est en termes de forme de statut légal. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'importance d'avoir une définition, selon moi, c'est surtout pour pouvoir derrière créer des politiques, inciter le gouvernement à créer des politiques qui puissent permettre aux entreprises sociales d'avoir un soutien spécifique par rapport à leurs activités. Parce que si elles sont prises comme les entreprises de manière générale, ben là, finalement, on s'entend, elles sont dans l'objectif d'un impact social versus les autres entreprises qui sont là pour faire du profit. Donc, il y a cette nuance qui est, pas cette nuance, mais ce point-là qui est très important, s'assurer qu'on ait une définition pour avoir des politiques qui soient adaptées justement à ce domaine bien particulier qui est donc l'entreprise sociale. Une fois qu'on a dit ça, les femmes entrepreneurs sont entrepreneurs, sont dans le social, sont majoritairement dans le social. Les secteurs d'activité dans lesquels elles opèrent, c'est là où elles se trouvent, d'où l'importance d'autant plus d'avoir une définition. Parce que justement, ça peut les protéger. Alors, on l'a vu pendant la pandémie, les entreprises détenues par des femmes ont été touchées beaucoup plus parce qu'elles sont dans des secteurs tertiaires, parce qu'elles sont dans des secteurs qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, cette protection qu'on peut justement apporter à la base d'entrée de jeu avec des politiques bien spécifiques pour l'entrepreneuriat social peut aider justement lorsqu'il y a des situations très imprévues comme celle-ci par exemple, et peut aider à avoir du soutien bien adapté aux entreprises détenues par des femmes en l'occurrence, et je dirais dans toute leur diversité, parce qu'après on pourra en discuter un petit peu plus, mais bien évidemment, nous, notre objectif au PCFE, c'est de faire de la recherche avec une lentille bien spécifique et qui soit intersectionnelle. Donc, quand je parle d'ailleurs de politique tournée vers l'entrepreneuriat social, s'assurer aussi de l'intersectionnalité dans ces politiques qui sont créées. Donc ça, c'est la nuance, pas la nuance, mais le point que je voulais vraiment apporter sur, oui, on a une définition, finalement, on peut se créer une définition, mais il va falloir vraiment trouver le moyen pour que le gouvernement prenne en considération l'importance de cette politique, de cette définition. Et dernier point, entrepreneur, femme entrepreneur, définition. Est-ce qu'on en a une? Ben, malheureusement, on en a une, mais elle diffère. Il n'y en a pas une encore officielle. Donc, je pense que les définitions, de manière générale, il va falloir commencer à s'y attarder. Et tel, en tant que professeur associé, voilà, je pense qu'on a tous notre contribution à cela. Parfait. Non, bien noté. Moi, je suis d'accord aussi. Alors, Ethel avait sa main levée et ensuite Séverine. Et honnêtement, quel beau tour de table, parce que, en tout cas, moi, après 40 ans, je peux vous dire que c'est la première fois que je me retrouve à un panel où est-ce que
ça fait écho, parce que ce n'est pas la première fois, là, ça fait vraiment très, très longtemps que je mentionne qu'il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un langage commun, il faut qu'il y ait une vision commune, qu'il y ait une définition commune. Puis oui, elle va être évolutive dans le temps, puis elle doit être co-construite par les praticiens et praticiennes qui sont dans cette économie-là, qui sont dans ces entreprises-là. Puis juste dans le tour de table, que ce soit Séverine, Sabine, Joséphine, Marcia, vous avez amené des exemples. Par exemple, au Québec, Séverine, si on a un impact sur les politiques publiques, puis maintenant une loi qui reconnaît avec des programmes, des financements récurrents, de l'appui aux entreprises d'économie sociale et des entreprises sociales, c'est parce qu'il y a eu un mouvement qui s'est créé, un langage commun, une vision commune, puis une co-construction. Si Buy Social, puis ça, je fais partie des gens aussi, il y a 15-20 ans, qui ont rêvé de travailler sur la commercialisation, c'est un grand problème au niveau de nos entreprises, d'apprendre à bien vendre nos produits, nos services. Puis ça a abouti avec David Lepage, qui est décédé il y a quelques jours, mais qui était un leader dans le dossier pour nous amener à réfléchir. Bien, écoutez, c'est quelques années de lobbying avec des gens qui ont partagé une définition commune, puis ça leur a donné une voix très forte. Et ça n'a pas juste eu un impact sur la politique publique locale à Vancouver, ça a eu un impact jusqu'au fédéral en dedans de peu de temps. Peu de temps. Puis chaque organisation au niveau fédéral, Chantier de l'économie sociale, avait toutes leurs définitions, mais ils se sont donné une définition commune et un travail collectif pour influencer la nouvelle politique d'innovation sociale avec 755 millions de dollars qui ont été investis puis qui continuent à être investis et investis aussi dans la structure où est-ce que Sabine est directrice générale. Il y a plein de preuves comme ça, puis juste 2 autour de la table qui démontrent vraiment qu'en Ontario, si on veut avancer une fois pour toutes, en tout cas, vous faites ma journée, madame, il va falloir vraiment le faire. Puis ça ne peut pas venir d'en haut. En Ontario, on a eu une définition une fois, puis moi, je me pétais les bretelles. 10 000 entreprises sociales, voici une définition. Je m'en suis servie, j'ai fait du capital politique avec ça, mais ça ne venait pas de nous. Puis je sais que ce chiffre-là est bidon, puis je sais aussi que la définition est incomplète. Mais si on le construit du bas vers le haut, avec toutes nos perspectives, écoutez, en Afrique, 3 jours, on a amené 300 à 400 leaders de tous les pays africains, puis après 3 jours, ils sont sortis avec une définition. Au Québec, on parle de 15 ans, mais c'est tout un mouvement dans les régions, dans les secteurs qui ont amené à une définition. En Ontario, je pense qu'on peut capitaliser sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça ne prendrait pas beaucoup de temps, mais il faut le faire une fois pour toutes. Merci. Merci, Ethel. Entendu? Séverine? Merci Ethel. Un beau cri du cœur. Moi aussi, j'en ai un peu différent qui va peut-être détonner. Puis je m'excuse si jamais ça croise des gens, mais moi, je rencontre un enjeu un peu différent, c'est-à-dire que comme investisseur, je me bute à des perceptions selon lesquelles, quand on est une entreprise à impact social, on ne peut pas faire de profit, on ne peut pas faire d'argent, puis c'est pas correct de faire de l'argent quasiment. Tu sais. Et ça crée d'autres types d'enjeux où j'ai l'impression, puis j'imagine que vous savez, mais la grande majorité des entreprises sociales sont détenues, dirigées par des femmes. Moi, ce que je souhaite, c'est voir des femmes accéder à la richesse, avoir un meilleur accès au patrimoine, à la richesse, puis créer des entreprises qui ont un potentiel, des entreprises innovantes, qui ont un potentiel de croissance mondiale. On en a besoin, puis pourquoi pas que ces entreprises-là, en plus d'avoir, de créer de la richesse pour les femmes, pour les propriétaires de ces entreprises-là, en plus créer un impact social positif. Moi, je me dis, des fois, on met en opposition les entreprises à profit et les entreprises sociales, alors qu'il est possible de marier les deux. Puis je pense même que l'avenir repose entre les deux, parce qu'à la fin de la journée, si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas la redistribuer, on ne peut pas créer de l'emploi. Donc, bref, un autre cri du cœur un peu différent, mais si on est pour réfléchir à la définition de l'entreprise sociale, donc je ferme la boucle là-dessus, je ferais peut-être attention de ne pas trop mettre en opposition les entreprises qui font du profit ou les entreprises qui ne font pas de profit. Tant qu'à moi, une entreprise sociale est créée avec un objectif de créer du bien commun, qu'elle fasse du profit ou qu'elle n'en fasse pas, que ce soit une OBNL, que ce soit une entreprise incorporée, c'est juste un outil différent, mais le but à la fin de la journée, c'est le même. Donc, je ferai attention de ne pas nécessairement mettre ça dans la définition parce que ça crée d'autres types de freins après. Ouais. Pour moi, c'est une question d'intention. Est-ce qu'on fait de l'argent pour faire du bien ou est-ce qu'on fait du bien pour faire de l'argent? Je pense que ça a une très bonne
ou une certaine distinction. Avant que je donne la parole à Joséphine, avant qu'on passe à la prochaine question, j'ai remarqué que Ethel est en train de toujours applaudir et donner son avis sur des propos. Dans la définition au Québec, Paula, là, on dit bien qu'il faut on ne parle pas de profit. En passant pour les entreprises d'économie sociale, on parle de surplus, mais on parle de faire de l'argent. Si on veut être durable et viable, il faut en faire de l'argent. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est qu'on la gère autrement. Puis honnêtement, il n'y en a pas d'entreprises d'économie. Ben oui, il y en a des. On n'est pas là pour créer des meilleurs pauvres. On est là pour créer de la richesse et du bien commun. Puis Séverine, ça ne détonne pas. Ça fait partie des meilleures définitions de cette économie-là, celle qui intègre l'idée de faire des surplus, mais de bien les gérer. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je voulais juste inviter les femmes qui écoutent, les personnes qui, si vous voulez réagir aux propos, je vous invite aussi à utiliser l'icône en bas de votre écran qui dit réaction ou react en anglais pour applaudir ou pour pouce dans tous les sens si vous voulez. Donc, je vous invite aussi à participer à la discussion comme ça. Joséphine, est-ce que une dernière propos peut-être sur cette question avant qu'on avance? En sordine. Oui, je vais être rapide parce que je pense qu'Ethel a bien résumé, mais ce que je voulais dire, c'est que les entreprises sociales, bien évidemment, elles sont profitables. C'est pas parce qu'elles sont des structures, elles sont incorporées comme des organismes à but non lucratif, qu'elles ne sont pas profitables, qu'elles ne font pas d'argent. Elles en font. C'est dans la mission, quoi qu'il arrive. Et ça, même si on change de dirigeant, même si on décide on évolue dans la mission, etc., ça reste dans les statuts d'incorporation, ce qui crée cette durabilité de l'impact social et environnemental, etc. Voilà. Merci. Non, je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, le fait qu'on est une OBNL, c'est une statut d'imposition et non pas un plan d'affaires. Donc, je comprends que si on fait de l'entrepreneuriat social ou autre, il faut être viable. Mais c'est une très bonne passerelle à la prochaine question. Donc, hier, j'ai participé à une autre activité pour les femmes entrepreneurs, un autre congrès organisé par le Conseil économique des femmes. Et on a abordé la question de visibilité ou bien de notoriété. Et je voulais vous poser une même type de question. On constate que les entreprises sociales sont souvent plus résilientes que les entreprises commerciales pour plusieurs raisons. Une étant le fait qu'on mette le profit, on ne mette pas le profit justement devant toute autre valeur. Mais le concept d'entreprise sociale ou d'entreprise d'impact positif ou entreprise sociale solidaire reste toujours moins connu qu'on penserait. Et moi, si un peu à l'ombre, ça ne fait pas partie de mainstream, comme on dit en bon français. Selon vous, pourquoi c'est le cas? Pourquoi c'est toujours si inconnu ou incommun par le grand public que les autres formes commerciales? Quels sont vos avis là-dessus? Plouf, plouf. On peut commencer avec Sabine cette fois-ci. Oh, pardon. Joséphine avait la main levée, mais moi, je voulais la lever juste après. Donc, si tu veux, Joséphine, vas-y. Vas-y, Joséphine, et après Sabine, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ben, je pense que ça c'est directement lié à ce qu'on vient d'aborder. Le fait de ne pas avoir de définition, forcément, il y a une difficulté à savoir de quoi on parle, à se reconnaître dans le mouvement, à se reconnaître comme faisant partie d'un mouvement. Il y a plus de 40 000 entreprises sociales au Canada. Il y en a environ 200 qui sont certifiées. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de comment dire, de sensibilisation autour de ce modèle économique. Et puis, il faut dire que quand on parle d'entrepreneuriat, souvent, on est focalisé sur un parcours individuel. Et même ce qui crée le passage à l'action, c'est souvent une expérience de vie très personnelle, alors que dans l'entrepreneuriat social, on est axé en fait sur l'organisme et sur sa mission, donc sur quelque chose de plus collectif et de plus lié à la communauté. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a moins de publicité autour de l'entrepreneuriat social. Mais je vais laisser les autres ajouter
Bon, je suis sûre qu'il y a plusieurs raisons. C'est un bon début. Sabine? Oui, moi, ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que le grand public, en général, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est typiquement et souvent, en tout cas, associé à tout ce qui est technologique. Et il y a cet aspect-là. Puis il y a l'aspect aussi entrepreneuriat. On pense à ces grands chefs d'entreprise, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre dans son basement puis devenir une multinationale et on ne voit que finalement. Et on a besoin de changer ce narratif et on a besoin de voir beaucoup plus d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs qui entreprennent justement pour créer de l'impact ou entrepreneuriat social, pour justement se dire, finalement, elles existent aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'en voit pas assez ou on en voit très peu. Et nous, ce qu'on a fait au PCFE, c'est en 2019, c'est se dire, on va créer une base de données avec ces entrepreneurs, ces femmes entrepreneurs à succès dans différents secteurs pour qu'elles soient mises en avant. Et maintenant, donc depuis 2019, on les met en avant dans des campagnes, sur les réseaux sociaux, on les a également dans nos rapports, et ça permet quelque part de mettre un visage. Et encore, comme à chaque fois, comme je le dis, c'est l'entrepreneuriat dans toute sa diversité, donc les femmes entrepreneurs dans toute leur diversité sont vues, et ça donne un aspect de modèle. On a besoin de voir ces modèles, on a besoin de voir ces femmes qui essayent, qui tentent, qui réussissent, pour pouvoir justement générer cette envie chez d'autres qui, d'ailleurs, très souvent ont envie de créer, ont envie de développer leur entreprise, mais ne le font pas parce qu'elles ont l'impression que c'est beaucoup trop compliqué ou ce n'est pas pour elles, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Il y a un changement à opérer au niveau social, mais au niveau des médias aussi, de mettre plus en avant donc, ces femmes entrepreneurs. Puis changer cette perception de l'innovation, tous ces gros mots, là, souvent, ça fait peur aussi. Et puis on se dit, est-ce que ça rime justement avec les femmes entrepreneurs? Oui, parce qu'elles innovent, parce qu'elles sont créatives. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles arrivent à, notamment, et comme je le disais tout à l'heure, pendant la pandémie, grâce à leur créativité, leur résilience, elles arrivent à maintenir leurs entreprises. Et oui, ce n'est pas facile, mais elles entreprennent. Et d'ailleurs, on a pu le constater dans nos recherches que même pendant la pandémie, elles ont démarré leurs entreprises. Donc tout ça, c'est pour dire que finalement, il y a ce qu'il faut, mais je pense qu'on doit changer. On doit changer la façon dont on perçoit l'entrepreneuriat. Et pour revenir à Joséphine et la discussion de tout à l'heure, Joséphine l'a très clairement dit, d'où l'importance de la définition aussi. Merci Sabine. On a Ethel et puis Séverine. Écoutez, il y a 1 milliard de personnes, dont 70% sont des femmes, qui sont dans cette économie-là, qui ont choisi cette économie-là, puis qui ont choisi cette façon d'entreprendre dans tous les pays du monde. Puis juste en Ontario, juste cette semaine, là, je travaillais avec 3 organisations, puis, dont une coop qui s'appelle Rayonnement Coop. Puis elle se pose la question si elle devait se transformer en entreprise sociale. Puis moi, je fais tellement de formations, puis tu arrives avec des termes, des définitions, puis tu fais parler le monde, puis c'est dynamique. Mais là, je pose 3 questions. C'est qui vous finance? Puis là, quand ils arrivent, puis ils disent, on est financé à 50%, oui, l'autre 50%, il vient d'où? Là, on vend des services, on vend des produits, OK, puis qu'est-ce que vous faites avec votre argent? On la réinvestit dans la mission. Puis là, je leur présente des exemples. Je dis, eux autres, là, ils l'affichent qu'ils sont entreprises sociales. Puis là, je dis, vous autres, c'est quoi la différence entre eux et vous? Ou elle et vous? Là, il a dit, il n'y en a pas. Vous n'avez pas besoin de vous transformer. Il y a tellement de monde qui en font partie qu'ils ne savent même pas en Ontario français. Puis moi, puis tu sais, j'ai tellement donné de formation. J'ai formé plus de 50 000 personnes en Ontario français, au Canada et dans le monde. C'est toujours un reality check, un réveil individuel. Puis là, j'ai commencé à trouver des façons coup de poing comme ça pour réveiller le monde en les faisant parler puis se rendre compte par eux-mêmes. Tu sais, je me rappellerai toujours du président du rendez-vous des aînés d'Ottawa puis qui disait, nous, on a mobilisé d'argent, on a acheté une bâtisse, on loue nos espaces, on loue même un médecin, une clinique. Puis là, quand je posais mes questions à la fin, il s'est levé puis il a dit, je suis un entrepreneur social puis on gère une entreprise. Oui. Oui, puis en plus, elle est viable, puis elle va durer, elle va vous succéder après votre mort, elle va continuer. Donc, même la dernière étude qui est sortie, qui est bien écrite, qui est bien faite sur l'économie francophone en Ontario, elle ne fait même pas état qu'il y en a des entreprises différentes.
Donc, tu sais, ça, c'est notre dernière étude sur laquelle on devrait tabler pour faire avancer l'économie francophone, pour convaincre Open for Business en Ontario, M. Ford et son équipe, de dire, hey, il y a toutes sortes de formes d'entreprises qui font partie de l'économie francophone. Et imaginez la seule étude qui documente dans les derniers 2 ans, parce qu'on n'en a pas eu avant, l'économie francophone, l'espace économique francophone en Ontario, elle n'en parle même pas. Ça, il y a des gens qui ont participé à cette étude-là, puis qui en font partie de structures collectives, de structures d'entreprises à mission sociale, social purpose business, comme Séverine parlait, une entreprise privée qui a une mission sociale qui redonne à la communauté, puis d'autres d'entreprises collectives. Donc, ceci dit, il y a une job à faire. Puis quand tu dis, Sabine, le narratif, il nous en faut des recherches qui vont documenter de façon scientifique et sérieuse toute cette histoire-là. On a des centaines d'histoires à raconter en Ontario français dans toutes les régions. Il faut les mettre en évidence. Il faut peut-être avoir une marque de commerce commune, puis au fur et à mesure qu'on se reconnaît, bien, qu'on se met ce logo-là, un peu comme ils ont fait au Québec, CES ou d'autres choses. Il faut peut-être les stratégies comme l'approvisionnement social, se donner des moyens ensemble pour être intelligents, pour faire plus d'affaires, en ayant le cœur sur la mission entrepreneuriale. Il faut trouver des façons pour partager nos savoirs, pour se connaître davantage, pour se reconnaître. Puis, ceci dit, 99%, Paula, tu as commencé ton intervention. Je regardais ce matin Statistique Canada qui disait 90% des coops qui se créent existent après 1 an, comparativement à 80% des entreprises conventionnelles privées ferment après 1 an. Puis, il y a des chiffres après 5 ans, puis après 10 ans, ça dure quand on part en affaires ensemble parce qu'on est tellement de tête. On peut tellement être connes ensemble, mais on peut tellement être intelligente ensemble parce que quand il nous arrive un défi, il va toujours avoir quelqu'un dans son réseau, dans ses contacts, dans ses ressources pour amener des solutions, pour surmonter les défis et aller plus loin ensemble. Donc, ceci dit, c'est quoi les raisons? Encore là, moi, j'ai une diapositive, elle est assez révélatrice, c'est 2 colonnes. C'est quoi une social enterprise? J'ai 2 mots du côté anglais. C'est quoi une entreprise sociale en français en Ontario? J'ai à peu près 15 mots différents. Puis je leur dis, tous ces mots-là, ce sont des définitions de ce que c'est l'entreprise sociale en Ontario. Puis là, les gens, bien, la confusion existe parce qu'on ne s'organise pas, puis parce qu'on ne chemine pas ensemble. Merci. Merci, Ethel. Séverine? Moi, je reviens à ta question de départ, Paula, et j'ai quand même envie de croire qu'on s'améliore en termes de visibilité pour les entreprises, puis notamment pour les entreprises à impact social en particulier. J'observe dans le milieu de l'investissement, dans le milieu des startups, que de plus en plus, on en parle avec ouverture, puis on reconnaît que c'est un modèle d'affaires qui n'est pas juste là pour faire du bien, mais qui est aussi un bon modèle d'affaires d'un point de vue financier viable. Puis quand je regarde l'état actuel de notre société, les défis immenses qui sont devant nous, qu'on parle de changement climatique, que l'on parle d'itinérance, que l'on parle des défis du secteur de la santé, de l'éducation, on arrive, je pense, dans un point tournant de notre développement comme humanité, puis plus que jamais, on va avoir besoin des entrepreneurs sociaux pour répondre puis amener des solutions aux enjeux que l'on vit. On ne peut pas juste penser que le gouvernement va nous sortir de ce chaos parce que ça n'arrivera pas. C'est ceux qui font changer la donne, les vrais change makers dans notre société, c'est les entrepreneurs. Puis en particulier les entrepreneurs sociaux, ceux qui innovent, puis il faudrait peut-être plus parler d'innovation sociale d'ailleurs. C'est un autre terme qui est pas assez mis de l'avant pour justement générer des solutions aux enjeux que l'on vit tout en créant de l'emploi, tout en générant de la richesse, tout en... donc, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler de plus en plus, puis qu'en fait, c'est un des meilleurs moments de notre histoire pour devenir entrepreneur social. Ah, ça, c'est vraiment inspirant et j'espère que c'est le cas. Je vais juste, vu que Marcia est une coopératrice sur le terrain et donc on a parlé des choses un petit peu plus, disons, à haut niveau, comme ça, comment toi, tu vis cette idée de visibilité ou de notoriété est-ce que tu vois
avec la coopérative que le fait que vous êtes une coopérative, ça crée des questions, des gens posent des questions ou est-ce que les gens les reçoivent bien ou comment tu vois ça? C'est comme intéressant. C'est sûr que quand on a choisi d'organiser notre entreprise comme coopérative, ça allait bien avec nos valeurs aussi. Ça fait que moi, j'ai 2 collègues, Christelle et Karine, ça fait partie vraiment de nos valeurs personnelles, nos valeurs d'entreprise aussi. Ça fait que c'était vraiment un bon fit. Les gens aussi nous reçoivent aussi très bien. Ça fait qu'on approche les directions scolaires, qu'on approche aussi les différents ministères d'école aussi. On nous rend compte que, OK, ils sont déjà très bien organisés. Ça fait que quand on va commencer à parler de subventions, de financement, puis tout ça, ils vont nous prendre peut-être un peu plus au sérieux aussi. Ça fait que c'est très intéressant d'être bien organisé, puis aussi de parler d'entrepreneuriat social. Si je pense à comment aussi on a choisi la coopérative, c'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vu quand je faisais mes études. Ça fait que sinon, j'aurais peut-être moins connu le format. Ça fait que j'ai étudié au Québec, justement. Ça fait que je connaissais le modèle. Mais sinon, si je pense à nos adolescents dans les écoles, puis tout ça, c'est pas encore tout à fait parler d'eux. Ça fait que ça ne fait pas partie de nos cours encore à l'école secondaire. Peut-être que ça change un petit peu, mais moi, c'était vraiment au Québec, au niveau universitaire, où j'avais fait quelque chose de très intéressant qui m'avait vraiment comme donné des idées par rapport à l'entrepreneuriat puis l'entrepreneuriat social. Ça fait que c'est ça un peu notre cheminement. Mais je sais que nous, ça nous a bien servi et ça nous permet aussi de supporter les gens avec qui on intervient auprès de les écoles et puis les districts scolaires, les enseignantes et tous ces gens-là. C'est vraiment très intéressant. Merci pour ce point de vue, Marcia. Joséphine, dernier commentaire sur cette question. Oui, je pense que comme disaient Sabine et Marcia, on a besoin de connaître ce modèle d'affaires-là, on a besoin d'avoir des modèles. Et pour rejoindre ce que disait Séverine, oui, la résolution de ces problèmes sociétaux qu'on rencontre aujourd'hui se fera sûrement par les entrepreneurs sociaux, mais il ne faut pas oublier que pour le moment, les entreprises sociales sont souvent mises de côté, pas mentionnées, comme disait Ethel, dans les politiques, pas mentionnées dans les budgets. Donc, on a un vrai problème aussi pour qu'il y ait un soutien au renforcement des capacités des entreprises sociales, qu'il y ait un accès au financement des entreprises sociales, il faut qu'elles soient incluses dans les programmes gouvernementaux de support aux petites et moyennes entreprises. Et ça, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et donc, il y a une vraie capacité d'action de la part de ces programmes gouvernementaux pour inclure les entreprises sociales, pour nommer les entreprises sociales et faire qu'elles puissent monter en capacité et montrer tout le potentiel qu'elles ont. Autrement dit, il faut les secouer un tout petit peu. Merci, mesdames. Alors, on ne va pas continuer avec des questions de tremplin. Je sens qu'on peut continuer pour des heures et des heures. Mais maintenant, je vais tourner vers notre cher auditoire, les dames qui sont qui sont parmi nous. C'est à vous maintenant de poser des questions si vous en avez. Donc, Ethel, est-ce qu'on... Oh, tu es en sordine. Il y a une question tremplin que je veux qu'on ouvre le plus vite possible, mais je pense qu'elle est importante parce que je fais écho un peu à ce que Séverine mentionnait. C'est pas juste, tout ce qui se passe, c'est pas juste des défis, des enjeux et des problèmes. Il y a tellement d'avancées malgré tout, là, partout en Ontario français et en francophonie. Puis quand il y avait une de tes questions, c'est quoi les choses à célébrer? Oui. Moi, je pense, puis je veux le dire.
s'il te plaît, regarde-les parce que j'avais... OK. Je pensais que tu la sauvais, celle-là, parce que moi, j'ai 2-3 petites affaires à dire par rapport à ça que personne ne dit à voix haute, puis que je pense que ça touche les femmes, puis qu'il faudrait le dire. Donc, à tout à l'heure. On va le toucher. Je veux conclure avec cette question-là. Alors, mais s'il n'y a pas de questions, donc maintenant, je vous invite, si vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre caméra et vous enlever de Sordine et poser la question aux membres du panel. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu comme à l'AGA. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais poser la question 3 fois. OK, ben, s'il n'y a pas de questions, donc Ethel, je te donne la parole. On peut aborder la question de quelles sont les choses à célébrer dans l'entrepreneuriat social, tout court, et peut-être aussi entrepreneuriat social au féminin et entrepreneuriat social en français. En français. Donc, vous avez vos choix. En tout cas, il va falloir que je m'excuse avec mes collègues de l'Université de l'Ontario français parce que même si je voulais absolument porter la casquette de la chercheure, la professeure, la personne posée, hein, vous savez, les chercheurs universitaires sont toujours ceux et celles qui arrivent à des panels puis qui ont de l'air tellement au-dessus de leurs affaires. Moi, bon, j'ai pris la casquette de praticienne, que voulez-vous, 40 ans d'expérience. Mais les choses à célébrer, c'est qu'on est tellement de monde qui y croit maintenant. Il faut se le dire, il faut se le raconter. Je pense qu'il faut souligner dans les choses à célébrer les 60 ans d'Impact Ontario. C'est quand même une trace importante. Je pense qu'il faut souligner aussi que les organismes féministes, féminins en Ontario français ont tous embrassé l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social, que ce soit Éco-Équitable, La Maison à Toronto, qui a un programme d'entrepreneuriat puis qui là aide à créer 2 coopératives de garderie couture, le MOFIF avec son grand programme d'entrepreneuriat, Oasis avec son programme aussi d'entrepreneuriat adapté pour toutes les formes entrepreneuriales, que ce soit conventionnelles, privées ou collectives. L'association parmi elles, qui est une des premières en Ontario de 35 ans dans Hearst, qui a créé la Maison Verte, qui est une entreprise extraordinaire, qui est un des acteurs économiques les plus forts à Hearst aujourd'hui, que ce soit la Maison Interlude pour la lutte contre la violence, qui a créé sa boutique Pastel il y a plusieurs années, qui est rentable, qui est viable, qui parle de croissance. Donc, ça, c'est une chose à célébrer, les organisations de femmes, par les femmes, pour les femmes qui ont embrassé l'entrepreneuriat. Oui, il y a la logique de la diversification financière, mais il y a la logique de mieux desservir pour le bien commun, puis de créer des emplois décents et dignes, tout ça. L'autre, c'est le salon. Bon, OK, on est une petite gang aujourd'hui. Il y a des années, on est plus, on est moins, mais le salon en est à sa 3e année, puis je pense qu'il faut le célébrer. Puis il faut créer des espaces de partage comme ça. Puis bravo, Paula, toi et ton équipe de nous avoir accueillis. Hey, on a 2 universités en Ontario français qui enseignent l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat collectif avec le programme à l'Université Saint-Paul d'innovation, puis le programme à l'Université de l'Ontario français, économie, innovation sociale, où est-ce qu'on enseigne. Puis moi, si vous venez dans mon petit kiosque, je vais vous présenter les différentes thématiques, où est-ce qu'on peut aller chercher des formations, certains cours pour nous aider comme gestionnaire, mais aussi peut-être prendre l'ensemble du bac, de la maîtrise ou du micro-certificat, mais on en a 2 qui enseignent en français avec des ressources extraordinaires. Puis, on est des milliers de femmes en Ontario dans plus de 2500 différentes structures qui ne sont pas encore réveillées pour dire que c'est une entreprise sociale ou d'économie sociale, mais qui s'activent et qui sont en train de changer leur quartier, leur communauté et notre province. Puis, je leur lève leur chapeau. Élodie, votre présidente, en est une leader dans votre région. Paula, toutes les femmes qui sont en ligne. Josiane à Cornwall avec la FIF. Delphine avec son entreprise qui est extraordinaire. J'ai été de voir en ligne. Donc, il y a plein d'actions qui se passent. Twi qui est en train de cheminer dans les structures, mais qui influence positivement. Joséphine qui arrive à Buy Social, mais qui amène la voix francophone, finalement, une voix francophone à Buy Social Canada. Ceci dit, puis le travail de Sabine et ton équipe, pour une fois, on a des vraies données probantes sur l'entrepreneuriat féminin. Il faut le célébrer, ça. Il faut juste rajouter un petit peu plus de données. C'est ça. Moi, je suis la talente dans vos webinaires qui est toujours dans la boîte de chat. Puis, on a-tu des données spécifiques pour les entrepreneurs sociaux? Donc, c'est moi, là, encore la dernière fois. Mais ceci dit, tellement de choses à célébrer, puis merci encore une fois d'être là, mais merci aussi à tout le monde. J'espère que dans le restant du salon, on aura la chance, tout le monde, de au moins faire un petit contact, puis de continuer à bâtir sur nos réseaux. Merci, Ethel. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Elle a bien couvert, mais est-ce que vous avez des choses à ajouter selon vous, par exemple, donc,
que vous avez remarqué ici en Ontario, les avancées pour l'entrepreneuriat social au féminin en français? Très rapidement, je vais prendre la parole après Ethel. Elle a mentionné, je pense, c'est une bonne conclusion, Ethel, que tu viens de nous faire. Je dirais qu'il y a de très belles avancées. Je dis souvent, c'est le moment d'être entrepreneur parce qu'il y a tellement de ressources disponibles et ça, c'est vraiment une réalité. Moi, quand j'ai commencé mon entreprise il y a 5-6 ans de ça, je trouve qu'il n'y avait pas encore assez de ressources, ou en tout cas pour les femmes de manière générale. Et aujourd'hui, tu les as nommées, Ethel, ces initiatives et ces femmes qui sont derrière ces organismes et qui aident justement qui aident les femmes entrepreneurs à se lancer, que ce soit entrepreneuriat social ou entrepreneuriat tout court. Et je pense que ça, il faut le célébrer parce qu'on revient de loin quand même. Une chose et un constat plus de mon côté, c'est que trop peu d'études ont été faites au niveau des francophones. Femmes entrepreneurs, ça c'est certain. Femmes entrepreneurs francophones, on oublie. Et là, je parle de hors Québec, parce que je pense que le Québec est assez bien, fait quand même pas mal d'études à ce sujet. Et je ne suis pas experte, mais en tout cas, je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés par rapport à nous. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment, et c'est on parlait de cri de cœur tout à l'heure, ça sera peut-être mon cri de cœur, et aussi en termes de plus mon action au sein du PCFE avec le pôle Québec et francophonie canadienne, de travailler avec les organismes francophones qui soutiennent les femmes entrepreneurs à travers le Canada pour justement enfin avoir de la recherche. Parce que finalement, comme tu disais, Ethel, c'est en ayant ces données qu'on peut aussi savoir et faire un constat. Voici où on est rendu et voici où on aimerait se rendre en 2030. Par exemple, le rapport de la FGA et de l'Assemblée de la francophonie qui disait qu'on doublerait d'ici 2030 le nombre de femmes entrepreneurs. Mais il va falloir que ça se fasse avec des actions concrètes. Donc, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque encore pour pouvoir atteindre cet objectif? Et je pense que ça passe par des études et justement, Paula, comme tu le sais ou si tu ne le sais pas, Impact Ontario fait partie des organismes avec qui on a parlé, DADA qui est ici, Oasis Centre de Femmes également, le MOFIF, pour travailler sur un projet pan-canadien de recherche sur l'entrepreneuriat féminin francophone. Donc, j'espère que ça sera aussi une contribution qui pourra aider à l'entrepreneuriat de manière générale, mais aussi à l'entrepreneuriat social. Bon, merci. Je vois qu'il y a le clavardage qui est actif. Donc, il y a des échanges qui se passent là aussi. Je vous invite... on est beaucoup d'accord avec les constats qui ont été faits à date. Je vois le temps filer, donc on va conclure avec ça. C'était vraiment, comme Sabine a dit, vraiment bien fait, complète. Et je vous remercie encore, Sabine, Joséphine, Ethel, Marcia et Séverine, pour vos interventions aujourd'hui. Je pense qu'on a répondu à quelques questions, mais on a sûrement d'autres. Donc, on a du quoi réfléchir pour un petit moment. Merci.